passe. Et comment ne pas parler du coronavirus? Comment vivre autant du coronavirus? Manuel pour comprendre et résister. On en parle avec le célèbre Alain Bauer, professeur de criminologie à New York, au Conservatoire national des arts et métiers et à Shanghai. Et vous êtes co-auteur de ce livre, donc avec le docteur Roger Dachez, qui est médecin et chercheur aux éditions du CERF. Alors, je vais faire une référence qui n'a rien à voir avec cela, mais c'est très intéressant. En 67, donc vous aviez 5 ans, Alain Bauer, un certain Raoul Vaneigem, situationniste, publiait le manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Et vous publiez un manuel du savoir-vivre à l'usage des Covid, comment on peut dire, des Covidés, des victimes, des complices, etc. Et vous avez fait un document avec donc le docteur Dachez, très passionnant parce que vous le acté avec des références, c'est vrai que des références, énormes références, des notes, mais au-delà de ça, vous rappelez un certain nombre de choses. C'est ça qui est intéressant, parce que aujourd'hui, on est dans les monades atomisées, donc tous les jours, on vous dit le nombre de morts, le nombre de ceci, le nombre de cela, les vaccins qui marchent pas, l'efficacité, la 3e dose, la 4e dose. Et puis vous vous rappelez que quand même, c'est pas la première pandémie de l'histoire de l'humanité, loin s'en faut. Et puis vous, alors c'est là où je voulais commencer par vous interroger là-dessus, Alain Bauer, c'est que vous parlez quand même de la référence à la grippe espagnole, dite espagnole d'ailleurs, de 1918-1921, ça il y a exactement un siècle. Et elle nous enseigne encore beaucoup de choses, alors que tout a changé dans les technologies, dans l'information, dans les rapports. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, en fait? Tout. Ouais. La grippe espagnole, on sait tout. On sait qu'elle n'est pas espagnole, qu'elle venait du Kansas. On sait que la censure militaire due aux effets de la guerre a amené à ne rien savoir avant de tout savoir. Il y a des milliers d'articles et de documents sur la grippe espagnole. Elle nous explique ce qu'a été le refus du masque, l'imposition du masque, le choix des politiques qui étaient des politiques très dures, qui amenaient à des pics très rapides et puis à une décrue et puis des répliques, ou des politiques de stop and go à la Godille, un peu comme celle que nous avons, l'art du mensonge, de la dissimulation, de la censure, de la contradiction, sauf que avant 1918, on pouvait dire qu'on savait rien. Et donc, on était responsable de rien et qu'on découvrait. Parce que avant qu'un événement, un précédent en droit existe, il n'existe pas. Donc, bien sûr. Bon. Mais après, on ne peut pas dire la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre 1918 et 2010, nous avons tout appris de la grippe espagnole. Nous nous sommes préparés, nous sommes structurés, nous avons investi, nous avions mis en place des dispositifs, des outils, des stocks de masques, de vaccins, de tout, machin. Et on était préparés à une grippe, une maladie, une pandémie qui n'a pas eu lieu. H1N1. Ah ouais, c'est ça. Et ensuite, avec une détermination tout aussi remarquable, nous avons déconstruit, détruit, liquidé, oublié, mis sous le tapis, selon une théorie de la pensée magique absolument formidable. Si ça n'a pas eu lieu, c'est donc que ça n'aura plus jamais lieu. Mais comment ça se fait? On a affaire à des gens qui ne sont pas complètement, je veux dire, à neuronaux, ils n'ont pas perdu tout. Comment ils se sont vous dit? venez d'expliquer ça très bien. On est dans l'ère de la com sans contenu. Avant, la com, c'était de l'emballage, mais il y avait quelque chose dedans. Jacques Pilan expliquait ça très bien à une époque où nous nous sommes rencontrés, au millénaire dernier, autour de François Mitterrand. Moi, c'était plutôt Michel Rocard. Mais le phénomène était qu'on avait un contenu, une ligne, une politique, une structuration. On savait où on allait, ce qu'on voulait. Quand on en changeait, on savait qu'on était en train d'effectuer un grand revirement. Voilà. Oui, il y avait du contenu. Il y avait du contenu. Ouais. Le contenu a totalement disparu. Il n'y a plus que de la com, il n'y a plus que de l'emballage. Et donc, vous êtes dans un processus où les mêmes qui n'ont plus aucune culture, au sens de la culture, la vraie culture, qui n'ont plus que de la superficie, de l'emballage, de la note de synthèse. On ne lit plus les livres, on lit la note sur tableau Excel, bien sûr. Oui, enfin sur iPad. Enfin, sur iPad. Voilà. Et donc on est dans ce processus-là où il n'y a plus de mise. En fait, le temps a été détruit par ce petit appareil formidable qui s'appelle le smartphone, où on ne vit plus qu'au rythme du tweet. Oui, mais enfin, juste les princes qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire, on peut dire qu'ils ont peut-être encore un peu de distance, et sachant que tout ne se passe pas dans Non, mais ils n'ont l'iPhone. plus de perspective. Le temps a été rétracté. Donc tout vit au moment du tweet. Si ça tweet, on regrette déjà celui qu'on n'aurait pas dû envoyer.
Et si ça ne tweete pas, c'est qu'on est mort. Pas. Non, mais c'est qu'on est mort. On est super inquiet si le truc ne vibre pas ou ne sonne pas. Il s'est passé un truc. Et donc, ce phénomène de déstructuration du sens de la perspective, donc du temps, de la culture, c'est d'abord du temps, a amené ça. Vous voyez, la criminologie, c'est une science clinique. C'est très proche de la médecine. D'ailleurs, pour ça qu'on a facilement écrit ce livre avec Roger Taché. D'abord, c'est un problème de diagnostic. Le diagnostic, il doit être partagé. Autrement, ça ne marche pas. Ensuite, il y a un pronostic. Le pronostic, il doit être discuté. Et ensuite, il y a un projet thérapeutique. Et là, il peut être disputé. On a le droit de s'engueuler. Et il n'y a pas eu les trois, là. Il n'y a pas eu de diagnostic. Le diagnostic a commencé par la négation. Absolument. D'abord, c'est pas grave, ça n'existe pas. Répète. Le masque ne sert à rien. Enfin, un concours, mais que je donne à mes étudiants quand même comme le modèle ultime, absolu, les Jeux Olympiques de tout ce qu'il ne faut pas faire en communication politique. Jacques Pilan, il se suiciderait en regardant cette période-là. Il était adepte de la parole rare. On voit la parole rare, la distance, la rareté et le contenu. Il y avait toujours le troisième morceau. Bon. Et vous parlez du péché originel, juste le mensonge. Le péché originel du masque. Ben oui, le mensonge. Parce que dire aux gens, écoutez, il nous faut des masques uniquement pour les soignants. Vous, soyez gentils, laissez les masques FFP1, FFP2, FFP3 aux soignants parce qu'ils en ont besoin et qu'on va avoir une pénurie terrible. C'est pas de notre faute, on vient d'arriver. C'est le gouvernement d'avant. C'est pas cher, hein, voilà. C'est leur faute à eux. On est à poil. Mobilisons-nous et puis vous mettez n'importe quoi, un foulard, un cache-nez, ce que vous voulez, c'est pas grave, chacun se protège. On n'aurait pas arrêté l'économie, on n'aurait pas arrêté la société. Moi, il y aurait eu effectivement des malades, des victimes, parce que... Combien il y en a Oui, mais on a un biais cognitif double dans cette affaire. Les asymptomatiques, ça a tué le système, et l'exponentiel. Nous, on est habitué à ce qu'un malade ressemble à un malade, il tousse, il crache, voilà. Et au proportionnel, ça va comme ça. Exponentiel, un truc tout plat qui tout d'un coup fait la courbe de l'Everest, on ne comprend pas ce que c'est. C'est un biais cognitif majeur. Moi, j'apprends les biais cognitifs à l'école de guerre parce que c'est un sujet très important, biais de confirmation. Il y a plein de biais qu'on pratique nous-mêmes. On adore être d'accord avec nous-mêmes. Le biais cognitif un tout petit peu. Le biais cognitif, c'est quand, dans une série d'informations, je prends celle qui me plaît le plus. Donc je lui donne plus de valeur parce qu'elle me convient le plus. Voilà, c'est un biais de confirmation. C'est ça. Voilà, c'est par exemple ce que Sherlock Holmes explique très bien. Une fois l'impossible supprimé, ce qui reste, même invraisemblable, doit être la vérité. En fait, si c'est invraisemblable, pour nous, c'est impossible. C'est ça. Parce qu'on ne croit pas. Voilà. Et ce qui explique d'ailleurs la prolifération d'éléments. Alors vous avez un exemple extraordinaire qui s'appelait la soumission à l'autorité de Stanley Milgram. Vous avez dû voir, ça existe toujours sur YouTube, l'expérience des années 60. En fait, on demande à quelqu'un qui ne vous connaît pas de vous envoyer des chocs électriques au nom d'une expérience soi-disant scientifique pour $10, 10 euros. C'est une somme ridicule. Et vous le faites. Malgré la souffrance, les hurlements, l'évanouissement, on vous demande de rattacher les électrodes, on vous fait faire des trucs invraisemblables. Que vous faites 90% des gens obéissent à l'autorité. La servitude volontaire. Oui, mais de la blouse blanche. Et c'est le plus important. C'est ça. Jusqu'au moment où, dans l'expérience, un autre professeur en blouse blanche vient contester l'autorité du premier. Et à ce moment-là, une échappatoire existe et les gens sortent de leur conflit intérieur sur pourquoi je fais souffrir ce pauvre Gus que je ne connais pas, qui est un acteur, hein, qui fait semblant de souffrir, mais qui est un grand acteur, et il s'échappe. Voilà. Nous avons vécu ça, mais dès le début. Il n'y a pas eu de soumission à l'autorité, parce qu'il n'y avait plus d'autorité. Il n'y avait plus d'autorité de l'État, je racontais n'importe quoi. Elle n'arrivait pas à se référer à l'autorité scientifique, et l'autorité scientifique s'est suicidée, parce qu'en fait, il y a 3 catégories de médecins, mais on ne le savait pas. Mais le conseil scientifique, juste un mot, parce que, rappelons les choses, et le gouvernement se cachait, voilà. Oui, mais nous, on suit le conseil scientifique. Donc, ce conseil scientifique, pour vous, il s'est suicidé lui-même. Bien sûr. D'abord parce qu'il n'était pas d'accord avec lui-même, qu'il changeait d'avis, mais ce qui est normal, hein, face à un élément évolutif, vous avez le droit de changer d'avis. Sauf que vous le dites. Le problème, c'est pas de changer d'avis ou de dire, écoutez, je me suis planté. Regardez l'extraordinaire popularité de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il a commencé par faire comme tout le monde. Bien sûr. Autant de conneries que les autres. Mais à un moment, il a eu cette espèce de révélation de dire, écoutez, je sais pas, j'ai dû faire des conneries et je dois vous avouer que... Voilà. Et ce jour-là, il est redevenu crédible parce que pour la première fois, il n'a pas eu l'arrogance, la suffisance et le mépris d'une classe élitaire qui croit qu'elle sait tout
et qui n'ose pas dire qu'elle ne sait pas, en disant je ne sais pas. Et alors ce jour-là, il est devenu formidable. Beaucoup plus populaire. Il y a ce problème. Vous avez 3 catégories de médecins. Donc les médecins Dr House, les médecins de guerre. Ils vous rafistolent, ils vous tuent 12 fois, mais au moins ils donnent l'impression d'être en train de vous sauver. Raoult, il était ça. Il était sur le terrain, il traitait. Sur le terrain, il traitait. Ça s'appelle médecin traitant. Voilà. Et puis avec la médecine de guerre, avec un outil qui date de 80 ans, qui est l'hydroxychloroquine. Donc la question n'est pas de savoir si c'est efficace ou pas efficace, mais au moins il a essayé un truc. Deuxième type de médecin, les médecins gestionnaires. Eux, ils ont une feuille Excel. Et donc, ils gèrent entrée, sortie, déficit. Et donc, ils ont une vision. C'est les modélistes, les modélisateurs, ça par exemple, non, ça, c'est des épidémiologistes. C'est une autre catégorie. Non, les médecins, là, c'est ceux qui gèrent les hôpitaux. Ils ont des problèmes de fin de mois. Les administratifs. Sauf que ça fait des années qu'ils ont supprimé des infirmières pour avoir plus de reporting. Et qu'ils ne voient plus un malade. Rarement. Très rarement. Voilà. Et puis, la troisième catégorie, c'est les chercheurs. Les chercheurs, on leur a donné des protocoles, le temps est long. Donc, vous êtes mort depuis 10 ans, mais on a trouvé enfin la solution à votre problème. Alors, ces 3 catégories vivent avec des préoccupations différentes, des temps différents, et par ailleurs, ils se détestent. Voilà. Sauf que ça ne se voyait pas. Comme dans le milieu académique, quand on se déteste, on est dans des cénacles bien fermés. Et quand on n'est pas de ce milieu, pour nous, on se dit Sauf que quand tout le monde passe sa vie sur les chaînes d'information en continu, qui est en fait de la télé-réalité en continu, parce que ça a bien compris que le sujet essentiel, c'est de faire de l'animation locale, et bien évidemment, tout se voit. Et donc, de contradiction en contradiction, la science s'est suicidée. La dernière vérité scientifique qui fonctionnait avec des équations 2 + 2 = 4, on est à peu près d'accord sur ce concept fondateur, voilà, et ben c'est fini. Et donc là, le politique, là, alors ça, c'est pas de sa faute. Lui, il est devenu victime de son propre sous-traitance au Conseil scientifique. Il a été victime de la crise des scientifiques. Il n'y a pas une crise de la science. La science, elle continue imperturbablement à dire des choses. Mais la science, c'est la recherche, c'est avoir question à tout, la science. Oui, et elle répond. On n'a jamais eu autant d'articles, d'analyses sur 1 an de Covid. On sait maintenant que les asymptomatiques, c'est 50 à 60% de l'ensemble. Et ils ne tombent pas malades, mais alors ils contaminent maximum. Les malades, on sait que c'est 30% à peu près de la population dans les endroits qui ont été les plus touchés. On sait que n'importe quel vaccin, même quand il marche à 90%, il ne marchera jamais à 100%. Donc 10% des vaccinés tomberont malades parce que le vaccin ne marche pas. Et l'efficacité diminue. Et l'efficacité diminue avec le temps, parce qu'un coronavirus, il n'y a jamais eu de vaccin contre les coronavirus. Jamais. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, la démonstration est celui de la grippe. Tous les ans, on est obligé de se le refaire parce qu'elle change. Et d'ailleurs, un bout de la grippe d'aujourd'hui, c'est la grippe de 1918. Elle est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle arrive, elle revient. En 2018-2019, on a eu 2 fois plus de morts de la grippe parce qu'il y a eu une résurgence de la grippe originelle. C'est un coronavirus mou, on va dire. On va en parler des coronavirus mous et les durs juste après ceci. Restez avec nous et avec Boer, à tout de suite. Et avec Alain Boer, comment vivre, et avec le docteur Roger Daché qui co-signe le bouquin, et que vraiment je vous recommande parce qu'il remet beaucoup de pendules à l'heure. Comment vivre au temps du coronavirus, manuel pour comprendre et résister. Et Alain Boer, on parlait juste avant la séquence, l'interruption. Vous dites, c'est vrai, on a oublié que on est dans une médecine de guerre. Je crois que c'est très important de le rappeler. Parce que les gens, dans la guerre, ça n'existe pas. Alors évidemment, Macron a dit, nous sommes en guerre. Mais enfin bon, personne ne l'a compris comme ça. Parce que 15 jours avant, il disait, allez au théâtre, allez au cinéma, tout va bien, dans le meilleur des mondes, quoi. Mais changer d'avis, c'est pas grave. Ne pas expliquer pourquoi on change d'avis, ça tue la crédibilité générale. Et d'ailleurs, depuis le début, et ça a commencé avec le masque, la déclaration de Madame Buzyn. Je veux dire, il y a quand même dans l'ensemble de la classe politique, il y en a qui sont quand même plus particulièrement marqués que d'autres. Certes. Mais autant on peut difficilement reprocher aux responsables de la com qui font de la com de faire de la com parce qu'on leur demande pas de gérer le contenu. Après tout, ils obéissent à ce qu'on leur dit. Oui. Mais par contre, des gens qui ont une expertise, une spécialité, etc. Et c'était une partie du problème de la médecine, c'est d'avoir raconté autant de conneries à la minute. Et d'ailleurs, le livre a un côté, vous avez pu le noter, il ne prend pas parti. Ce n'est pas un livre partisan. Il dit pas il y a des gentils, il y a des méchants. Il raconte une histoire. Non, mais vous étayez les faits. Une histoire scientifique sur le coronavirus, une histoire comment on s'est préparé, y compris le docteur Raoult, sur le bioterrorisme, comment les sénateurs, les parlementaires, moi je rends hommage aux sénateurs, aux parlementaires, aux députés, aux ministres qui jusqu'à 2011 ont fait le travail. On crée un outil formidable, des stocks, des réserves. C'est vraiment un hommage à ce que le politique et les politiciens peuvent faire de mieux. Et comment en 10 ans,
tu ne sais pas pourquoi, sans le dire discrètement, pour des raisons bêtement comptables. Quand je dis bêtement comptable, c'est codement comptable. Hein. On a détruit ça sur le thème. Oh ben, ça n'a pas eu lieu. Ça n'arrivera plus. Oui, on s'est foutu des gens d'ailleurs qui disaient acheter des vaccins, H1N1 et compagnie, mais regardez, on a dépensé un argent fou. Il faut rendre hommage à Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot. Ils ont eu le courage de lutter contre leurs propres administrations. Et en fait, ce sont leurs propres administrations qui se sont vengées. Ils ont profité de la faiblesse de on a dépensé, ça n'a pas eu lieu. Hein. C'est comme les mecs qui payent des assurances. Il n'y a pas d'incendie, donc je demande le remboursement. Oui. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement. C'est exactement pareil. En fait, tout le dispositif de prévention, de précaution, d'assurance qui avait été mis en place très intelligemment, volontairement, avec beaucoup de détermination. Une alliance inédite, hein, gauche, droite, extrême. Le rapport Raoult est remarquable. Pour qui connaît le caractère du professeur Raoult, le rapport sur le bioterrorisme, remarquable. Et puis voilà. Donc moi, j'ai voulu donner aux gens le moyen de se faire leur propre opinion. Moi, je n'en ai pas. Voilà, je dis quand même. Vous en avez, mais c'est pas mais c'est pas le but du livre. C'est mon commentaire sur le livre. Le livre, c'est vous voulez vous faire une opinion, vous voulez avoir ce que notre commission d'enquête devrait faire. Voilà tout ce qu'il fallait savoir jusqu'au début du coronavirus. Mais alors justement, et ça vous l'expliquez très bien, et ça je renvoie au livre, et je renvoie les auditeurs de Sud Radio au livre, où effectivement c'est très bien expliqué. Mais au fond, on a l'impression que tout se passe comme si on continue la fuite en avant. Qu'on voulait surtout pas revenir sur ce qu'on avait dit, surtout pas dire qu'on s'est peut-être trompé, dire oui on ne savait pas, etc. Mais c'est même pas on ne savait pas, c'est en tout cas il faut continuer. Alors il y a aujourd'hui les pro-vax, les anti-vax, regardez ce qui se passe avec le pass sanitaire, etc. Où on dit c'est l'auberge espagnole non seulement du fantasme mais des délires quand même. C'est-à-dire que rien n'a de cohérence. Je racontais au début, quand il y avait les réglementations, que on pouvait se marier à 6 mais mourir à 30. On cherchait la logique. J'écoutais l'autre jour, c'est pas sanitaire dans le TGV mais pas dans le TER, même si c'est sur la même destination. Ni dans le métro. Ou par ailleurs. Enfin, voilà. Non, mais c'est donc, ça. Il y a plein de curiosités parce que chaque fois, il y a une sorte de compromis. Moi, j'ai dit, on est passé de en même temps à entre deux. Et entre deux, c'est pas terrible comme position. En même temps, je peux comprendre, c'est l'équilibre. Mais entre deux, c'est un truc qui est à moitié, quoi. Oui, et on est toujours dans ça. Et chaque fois, on n'explique pas pourquoi, même si légitimement on peut changer d'avis. Je trouve très raisonnable de changer d'avis. Pourquoi on l'a fait? Il y en a qu'un seul qui a fait cet effort, Stanislas Guérini. Ça peut paraître surprenant, mais à l'Assemblée Générale d'En Marche, il a dit oui, sur les masques, on n'a pas dit la vérité parce qu'il fallait les garder pour les soignants. Bon, il y en a au moins un qui a fait l'effort, tout seul. Hein. Personne ne l'a repris, il s'est fait engueuler, et puis on est passé à autre chose. Mais tant qu'on n'a pas fait cet acte qui est un acte de rédemption, après c'est un vieux pays catholique quand même, la France. Et puis, tant qu'on n'a pas fait ça ne peut pas marcher, la confiance ne peut pas exister. On ne peut pas dire le pass sanitaire ne servira à rien, puis il servira à tout, puis ça dépend. Il faut dire les choses... Clairement, je rigolais l'autre jour parce que j'ai retrouvé dans mon passeport mon vieux certificat international de vaccination qui permettait d'aller en Afrique, la fièvre jaune, etc. En fait, des passes sanitaires, on en a depuis un siècle. Oui, mais sauf que c'était pas... Pour les frontières. Voilà, il y avait les frontières. Oui, mais je veux dire par là, on n'a pas inventé un truc, on l'a développé dans de mauvaises conditions, dans des difficultés, et surtout on ne l'a pas accompagné. Et là, c'était très étrange, parce qu'à chaque fois, on sent la difficulté d'assumer, de dire aux gens, soit je ne sais pas et je m'adapte, je fais de la politique à la godille, mais c'est la vie, c'est une pandémie, je ne la connais pas, je découvre, je ne sais pas où on va, même si je trouve qu'on avait beaucoup d'éléments en 1918 qui auraient pu nous permettre d'être très zen, et qui nous avaient permis d'anticiper, de prévoir et de préparer. Avant le HNN jusqu'en 2011. C'est ça qui est terrifiant, c'est quand on a eu un truc qui marchait totalement bien et qu'on l'a détruit, on n'est pas dans la même situation d'explication que quand on ne savait pas. Mais vous donc, vous mettez un tout petit peu de côté, parce que beaucoup, un des arguments qu'on donne, oui, mais attention, tous les vaccins dont vous parlez, y compris la grippe espagnole, il n'y avait pas encore le vaccin ARN messager. Alors ils disent... Oui, mais il y a 50 ans, l'ARN messager. Oui, en fait, tout le monde oublie qu'il n'est pas sorti la semaine dernière. Il est sorti en 72 par un prix Nobel français. Il y a eu des expérimentations d'ARN messager, et l'ARN messager n'est pas fait pour le coronavirus. Il est fait pour traiter la protection extérieure de la cellule contre toutes les attaques possibles et imaginables, et il est
en expérimentation déjà depuis une vingtaine d'années pour toute une série d'autres maladies qui vont d'Alzheimer. Mais pas pour le coronavirus. Non, mais pas pour le Covid. Pas plus que pas moins. Il est là pour renforcer la protection extérieure de la cellule contre toutes attaques potentielles. Il se trouve que le coronavirus a boosté le dispositif et a permis d'accélérer son implantation. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Comme à tout vaccin. Oui. D'abord, ça ne marche pas à 100%. Ensuite, il n'y a jamais eu de vaccin pour le coronavirus, donc ça n'est pas un vaccin. Et tous ceux qui disent que ça n'est pas un vaccin ont raison, au sens historique du terme. C'est ça. Mais c'est un dispositif d'amélioration de votre bouclier extérieur de la cellule. Mais Alain Boer, c'est là où effectivement le bas blesse, et je parle aussi bien en criminologue qu'au stratège, c'est que tous ceux qui ont dit, mais attendez, c'est pas un vaccin, au sens vrai du terme, ont été traités de complotistes, de charlatans, de ceci, de cela. Non mais la discussion n'est plus possible, quoi. C'est un des vrais problèmes. Mais il se trouve que moi je rencontre beaucoup de monde, à la fois à cause d'une émission de management sur un canal réservé aux professeurs de gestion, donc mais qui a fait 1 million de vues. Donc à la surprise générale, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler, etc. Et je leur explique, mais moi je n'ai pas de vérité. Je ne vous dis pas vaccinez-vous ou ne vous vaccinez pas. Je vous dis voilà comment ça marche. D'abord, c'est pas un vaccin, c'est un renforcement de la protection extérieure de la cellule. Non, ça n'intervient pas génétiquement à l'intérieur de la cellule, ça n'intervient qu'extérieurement. D'ailleurs, chaque fois qu'ils ont essayé, parce qu'ils ont essayé d'entrer à l'intérieur de la cellule, c'est le moment où le truc s'est effondré. Donc ils ont compris qu'il fallait venir qu'à l'extérieur. Ça renforce votre protection extérieure comme un pare-choc. Vous avez un pare-choc ou un pare-buffle. Et puis il marche comme il peut. Et puis si vous rencontrez un mammouth, ça marche moins bien que si vous rencontrez un chevreuil. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Ça ne marchera pas plus d'une année comme le vaccin contre la grippe. Et en fonction de l'évolution du coronavirus, ça aura une évolution plus ou moins heureuse. Et il faudra faire un 2e ou un 3e vaccin, puis une remise à jour. C'est plus facile avec l'ARN messager qu'avec les vaccins qui vous renvoient des morceaux de la maladie pour vous renforcer, puisque comme elle évolue trop vite, la puissance de ces vaccins-là, qui sont des vrais vaccins, AstraZeneca, Johnson & Johnson, du coup, elle baisse encore plus vite que les autres et elle a une efficacité moindre au départ. Donc, on a plein de difficultés. Mais ça explique pourquoi des vaccinés sont malades. Ça dépend de quoi ils ont été vaccinés, quand ils ont été vaccinés et s'ils appartiennent ou pas au pourcentage de ceux pour qui le vaccin ne fait rien. Mais c'est pas une révélation extraordinaire, c'est l'histoire des vaccins. C'est vrai, mais comme on n'a rien expliqué à personne, à part quelques personnes comme vous, mais il n'y en a pas eu beaucoup, c'est qu'on voit, on dit, tiens, regardez Israël, ils ont fait les 2 doses, mais la 3e, et le pic remonte. Oui, parce que du coup, ils concentrent le nombre de malades sur ceux qui ne sont pas vaccinés, mal vaccinés, et les 10% sur lesquels le vaccin ne fait rien. Donc vous avez un effet mécanique de concentration qui provoque un pic. Mais par contre, vous noterez qu'il y a moins de morts et moins d'intubés, ce qui est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que, certes, ça n'empêche pas d'être malade, mais ça empêche d'être gravement malade. Et donc, il faut prendre tous ces éléments. On voit d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie ce matin, une analyse sur le sang. Donc, qui montre qu'en fait, entre 80 et 95% de l'ensemble de la population, entre les asymptomatiques, les peu symptomatiques et les malades, plus désormais les vaccinés, ça fera entre 90 et 95% de la population aura été touchée volontairement ou involontairement par le coronavirus. Et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a eu que 0,05% de morts. Oui. Donc c'est pas la pandémie, c'est pas la grippe espagnole. Il y en a même beaucoup moins que ça, parce que si vous prenez la réalité des asymptomatiques, en fait la mortalité est encore plus basse. Il faut assumer de dire ça. Mais même 0,1% de 8 milliards d'habitants, ça fait du monde. C'est vrai. Et le problème, c'est que nos hôpitaux, ils ne sont pas organisés pour un taux de mortalité aussi faible en pourcentage, mais aussi élevé en quantité. Surtout qu'on a encore diminué, rien qu'en Ile-de-France, 800 lits d'hôpitaux. Mais c'est une autre histoire. Ah non, mais ça, c'est un deuxième problème, qui a été l'assassinat de l'hôpital public, mais ça depuis 20 ou 30 ans. Nous sommes d'accord. Juste un mot, Alain Boer. Encore une fois, lisez vraiment ce livre. Il vous a... Comme on dit, ouvrez ce livre, il vous ouvrira sur beaucoup de choses concernant... Mais je parle aux stratèges du bioterrorisme, enfin, ou en tout cas du terrorisme en général, ou du bioterrorisme en particulier. Au fond, ce que vous dites aux gens, renseignez-vous, documentez-vous, et surtout ne soyez pas dans un état de sidération, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Non, il faut apprendre, tout vérifier, tout contrôler, demander des explications, ne croire aucune des affirmations qui sont des postures, aller chercher les informations. Paradoxalement, elles sont... Alors c'est long, c'est compliqué, c'est casse-pied, on y a mis beaucoup de temps, beaucoup de détermination, mais on a voulu donner aux gens le moyen de se faire leur opinion à eux. C'est pas la nôtre. D'ailleurs, il n'y a pas d'opinion. Il y a une critique, ça c'est vrai, mais il n'y a pas d'opinion. Faites-vous votre opinion. Les gens me demandent, faut-il se faire vacciner? Faut-il se faire vacciner? Je dis, j'ai pas d'opinion, c'est votre décision personnelle, mais je vais vous expliquer ce que sont les données aujourd'hui qui permettent de savoir que
voilà les éléments qui sont donnés. En tout état de cause, par contre, je le dis très clairement, le masque est une garantie à long terme de survie pour toutes les catégories de gens, au vu des évolutions du variant, le delta, le mu, Mais le pas en plein lambda. air, mais pas en plein air. Ah bah, pas en plein air, mais pas en plein air quand il n'y a personne. Oui. Parce que le pas en plein air, c'est bien, mais quand vous êtes dans une foule en plein air, pour un festival ou un concert, d'ailleurs, vous avez 5 000, 10 000, 15 000 contaminations. Donc il faut un peu de prudence, mais le masque permet de vivre. C'est pas moi, je suis contre les anti-masques. Je suis pour discuter avec tout le reste, mais le masque, pour moi, est une garantie de survie et de survie sociale autant que médicale. En tout cas, on vous aura entendu. Merci Alain Bauer. Et ici, on prend le temps de débattre, de dialoguer, de se renseigner tous les jours sur Sud Radio avec André Berkoff. Et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Et je rappelle votre livre, Alain Bauer, Comment vivre au temps du coronavirus, manuel pour comprendre et résister, aux éditions du CERF. À tout de suite.